Première conférence, elle va être tournée sur les parcours, on l'a dit tout à l'heure, et comment des entreprises qui sont passées d'une phase de diagnostic au déploiement, ce qu'elles peuvent nous dire sur ces parcours-là. Donc je vais inviter sur scène, merci Landry pour cette introduction, et à plus tard dans la journée, 3 entreprises qui sont Celi Logify, Suna Design et A2M Proximetal. Donc je vous convie, on va les applaudir quand même, et c'est les premiers ce matin à monter sur scène. Donc je les invite à venir. Monsieur Mathias aussi, s'il est avec nous dans la salle, je vous en prie. Bonjour. Je vous en prie, allez. Ah ben vous êtes plein de surprises, vous arrivez de l'autre côté. Je vous invite à vous mettre pour l'instant sur les canapés, mais Monsieur Peterson, moi je vais vous garder par contre, puisqu'on va commencer par parler de Celi. Allez, youp. Bonjour à tous. Merci Antoine pour votre accueil. Ah ben c'est moi qui vous remercie. Alors, il n'y a pas totalement de hasard dans l'ordre de passage des entreprises. Vous allez nous dire évidemment ce que Celi, en tant que commissionnaire de transport, fait dans son métier, mais aussi sur des sujets liés à la transformation numérique. Par ailleurs, vous êtes aussi le premier à intervenir, parce que cette plénière s'intitulait sur le programme du diagnostic au déploiement. Oui. Et vous avez connu dernièrement une phase où vous avez refait justement un diagnostic pour questionner cette transformation numérique. C'est ça. Donc on en reparlera. Peut-être tout d'abord, Jérôme, si tu peux envoyer aussi la vidéo qui illustrera un petit peu quel est le métier de Celi pour qu'elle tourne en fond. Est-ce que vous pouvez nous redire un peu quelques éléments sur votre métier, sur les chiffres clés aussi de l'entreprise? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, Celi est commissionnaire de transport terrestre et maritime. Nous sommes spécialisés historiquement sur les métiers du vrac solide sur la route. Pardon. Mais nous avons développé en fait des activités connexes, donc le maritime, je l'ai dit, il y a une dizaine d'années maintenant, le transport terrestre de marchandises conditionnées également, et nous sommes en perpétuelle évolution sur des développements et on veille sur des acquisitions pour continuer à diversifier nos activités. En quelques chiffres, donc Celi, c'est une entreprise familiale dont le siège social est situé à Saint-André-de-Cubzac, donc installé en Gironde depuis 30 ans. On emploie environ 95 personnes aujourd'hui, sur une dizaine de sites en France et en Europe. Voilà. On a réalisé un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros en 2018, donc on est une grosse PME, pour environ 2 millions de tonnes transportées. Encore quelques chiffres rapides, c'est 80 000 dossiers transport à peu près gérés par an, 1200 comptes clients actifs et 2500 comptes partenaires sous-traitants. Vous n'avez pas, vous, de chauffeur ou vous êtes... Voilà. Notre grosse particularité, c'est qu'en effet, nous gérons tous nos transports en sous-traitance. Voilà. Donc on a coutume de dire chez Celi qu'on exerce le deuxième plus vieux métier du monde, puisque en effet, on met en adéquation les besoins de nos clients avec les solutions transport du marché, comme le faisaient dès l'Antiquité les premiers négociants, les premiers marchands. Voilà. Très bien, merci pour ces premiers éléments. Jérôme, tu peux peut-être couper la vidéo qui en effet illustrait de manière sympathique la nature du métier et la façon dont les marchandises passent. J'ai mis une photo aussi des fondateurs de l'entreprise qu'on a déjà rencontrés ensemble, qui sont la famille Pizzamiglia. Pizzamiglia, c'est bien ça. Donc Nicole Pizzamiglia qui a créé l'entreprise il y a 30 ans, je l'ai rappelé, qui est très impliqué dans le milieu girondin, et très impliqué auprès de la région, très impliqué auprès du département, de l'aéroport, du port, enfin voilà. Et son fils qui depuis maintenant bientôt 20 ans a repris la direction de l'entreprise et qui veille à son développement. Voilà. Très bien. Alors peut-être rentrer dans le vif du sujet numérique. Celi, c'est une entreprise qui se porte bien. Vous aviez des sujets, la transformation numérique, fondamentalement, des sujets informatiques. Vous en avez depuis un certain nombre d'années. Déjà, c'est pas totalement une nouveauté. Il y a même une filiale aussi dans la holding qui était tournée sur on héberge en effet notre propre SS2I au sein de la holding. Oui. Pour autant, vous êtes dernièrement, on a été en point de contact nous aussi avec ADI et avec vous depuis maintenant quelques mois. Oui. Et il y a eu une phase là où vous avez voulu redéfinir et d'une réinvestir sur un certain nombre d'outils numériques, mais ça a été aussi l'occasion de relancer une phase un peu de diagnostic et de réflexion. Oui, alors comme vous l'avez rappelé, on essaye nous chez Celi de faire croître l'entreprise avec le numérique, et ça depuis déjà maintenant plusieurs années.
On a anticipé au fil du temps sur les anticipations, les innovations que le marché pouvait apporter et tout ce qui pouvait contribuer, je dirais, à une meilleure productivité de nos métiers à travers la digitalisation, le numérique. C'est comme ça qu'il y a déjà 10 ans, on a dématérialisé un certain nombre de nos documents, les bons de livraison, les factures, qu'on a mis à disposition de nos clients ou de nos partenaires dans des armoires numériques. Donc voilà, on est toujours en veille, je dirais, depuis déjà de nombreuses années, sur toutes les innovations possibles et associées à notre métier. Pour autant, on a une grosse problématique aujourd'hui, c'est qu'en effet, on gère beaucoup de données. Alors, je ne sais pas si c'est un réel problème, à vrai dire, mais enfin, comme beaucoup d'entreprises, on gère beaucoup de données. Et on pense sincèrement que les acteurs qui réussiront dans le futur seront ceux qui traiteront le mieux ces données, auront la capacité rapide de les analyser, de les traiter, de les disséquer. Et que ça sera un marqueur fort et différenciant des acteurs de notre marché, en tout cas, et je pense d'autres marchés. Donc, raison pour laquelle on perpétue continuellement en fait, cette démarche de veille. Et en effet, donc, on est en contact maintenant depuis 1 an, mais j'avais déjà assisté à ma transfonum il y a 2 ans. Donc, c'est bien, ça vous marquait des points. Là. Voilà, c'est par cet intermédiaire qu'on a commencé réellement à s'intéresser aux dispositifs d'accompagnement de la région, en particulier par votre intermédiaire, Antoine. Et alors justement, côté région, parce que la région, on l'évoquait tout à l'heure, quand on essayait de travailler à ce qui est toujours plus aussi une phase amont et une bonification, on va dire, des projets avec ce prisme stratégique. Il y a une action de la région qui propose justement une centaine de de diagnostics à des entreprises. Vous en avez bénéficié, je crois, dernièrement. C'est une action qui court encore. Oui, tout à fait. Alors, c'est un diagnostic, en effet, qui a le mérite d'être gratuit. Enfin, gratuit, en tout cas financé par la région. Après, il représente 2 jours. C'est 2 jours et demi, oui, c'est ça. Oui, 2 jours et demi. C'est quelque chose d'assez assez efficace, assez tourné métier. Donc, je veux dire, c'est pas très lourd. Ça démarre par, en effet, une série de questions, 137 questions, qui permettent de mesurer, en fait, le degré de maturité numérique de l'entreprise. Alors, il se trouve qu'en effet, nous étions déjà relativement mûrs. Pas que moi, mais l'entreprise d'une manière générale. Et donc, on a atteint une note de 61%, je crois, après le diagnostic. Bon, mais c'est le point d'entrée, je dirais, un peu fastidieux de ce diagnostic. Mais ensuite, on rentre assez rapidement avec les intervenants dans le vif du sujet et on met réellement à plat nos problématiques, nos attentes. Et on se pose. Et je pense qu'on a tous des agendas un petit peu surbookés. C'est l'occasion, là, sur 2 jours et demi, une journée et demie, 3 demi-journées, de se poser, de faire le diagnostic, en effet, et de conceptualiser un peu, finalement, tout ce à quoi on pense, tout ce qu'on a pu imaginer, le coucher sur du papier. Et en fait, les intervenants nous ont réellement aidés à mettre un peu de l'ordre dans ces idées et à nous guider finalement vers des solutions concrètes. Est-ce que ça vous a amené justement à penser aussi d'autres natures, peut-être de services, un positionnement un peu nouveau, ou en tout cas conforter des pistes de cette nature ? Oui, alors voilà, ça a réellement conforté en effet des pistes que nous avions déjà identifiées, mais ça nous a clairement conforté dans notre démarche. En particulier, un certain nombre de choses liées à la donnée, comme je l'ai dit, et à l'analyse prédictive des données. C'est quelque chose qui nous semblait être un peu de la science-fiction il y a encore peut-être 5 ans et qui semble dorénavant totalement atteignable et réalisable à court terme. Alors, d'autant justement, on avait prévu une slide, là j'avais mis en image, vous pouvez la revoir là-bas, justement une start-up qui s'appelle Oversea et qui vient de communiquer justement sur la façon dont eux ils repensaient un peu votre métier. Oui. Ça, c'est aussi quelque chose qui fait bouger les lignes, là, ces nouveaux entrants et ces acteurs qui se positionnent justement avec une promesse peut-être pas de disruption, mais en tout cas de changement fort sur le secteur. Je ne sais pas où ils en sont exactement, mais ça contribue justement à se pousser, à se mettre dans cette dynamique de revoir aussi la stratégie numérique par ça. Oui, clairement. Alors, on n'a pas attendu, comme je l'ai dit, l'émergence de ces nouveaux entrants pour digitaliser nos process. En revanche, il serait faux de prétendre qu'ils ne nous ont pas secoués. C'est vrai que ces nouveaux entrants sont arrivés sans complexe sur le marché, et quels que soient, je pense, les domaines d'activité. Ils ont un petit peu renversé la table, sans complexe.
Et clairement, ont avancé sur des sujets où nous patinions depuis de trop nombreuses années. Donc clairement, je pense que de ce point de vue, ils nous ont aidés. Moi, je les remercie aujourd'hui parce qu'ils nous ont aidés à nous réveiller et accélérer notre démarche. Mais je crois qu'il ne faut pas s'y tromper, parce que dans la plupart des cas, ce sont des entreprises qui ont enrobé de digital des métiers dont ils n'ont pas réellement changé les fondamentaux. Voilà. Et je pense qu'il faut retenir que notre principale valeur ajoutée, en tout cas en ce qui nous concerne, nous reste l'humain. Et le numérique doit être l'outil pour augmenter et améliorer, je dirais, la prestation de l'humain, mais pas le contraire. Très bien, c'est un très joli mot de fin. Je voulais juste préciser aussi une chose, c'est que du coup, dans les accompagnements, vous avez le diagnostic, vous faites partie aussi de l'accélérateur PME, ETI de la région Nouvelle-Aquitaine. Oui. Donc vous êtes vraiment engagé fortement et le numérique est au cœur de ces préoccupations-là. Oui, absolument. Oui. On a engagé Laurent Pizzabilia, donc notre PDG, suit en effet les formations dispensées par l'accélérateur ETI. Puisqu'en effet, on ne correspond pas réellement, notre entreprise, aux critères de l'ETI tel que défini, mais considérant qu'on réalise malgré tout un chiffre d'affaires très important ramené à la personne, on a pu obtenir une dérogation en effet pour accéder à cet accélérateur. Et par ailleurs, bon, ça se met également en parallèle avec des projets de développement que nous avons dans l'entreprise. Très bien. Merci beaucoup Stéphane Peterson pour ce témoignage. Mais je vous en prie. On voit bien que vous êtes dans cette phase en effet là, de redéfinition et de reposage des cartes sur vos stratégies numériques. On va continuer. N'hésitez pas, je sais que vous avez calé pas mal de rendez-vous dans la foulée là, pour rencontrer des experts aujourd'hui. C'est l'enjeu de la journée, donc profitez-en bien. Je vous remercie. Je vous invite à retourner sur notre canapé. Merci de l'applaudir. Et je propose tout de suite, hop, on va y arriver. Ah oui, vous faites des BD aussi, hein, j'ai vu. Vous êtes vraiment dans l'humain. À Monsieur Ignace Deprest de Suna Design de nous rejoindre sur la table. Bonjour Ignace. Bonjour Antoine. Merci bien de nous rejoindre. Alors Suna Design, c'est une entreprise qui n'est pas inconnue ici en région Nouvelle-Aquitaine. Hein. Vous êtes bien identifié, je pense. On va rappeler évidemment quel est le métier de Suna. C'était aussi l'occasion de vous croiser parce que vous êtes arrivé maintenant depuis quelques mois, si je ne dis pas de bêtises, chez Suna. C'est le reflet peut-être aussi d'une nouvelle dynamique et d'une ambition à réaffirmer chez Suna Design. Oui, merci. Suna, effectivement, on est une entreprise dans la filière des énergies renouvelables. On est une PME de croissance qui sommes situés à Blanquefort et notre métier, c'est vraiment les applications autonomes connectées. Et notre premier marché, c'est l'éclairage autonome solaire, c'est-à-dire on est fabricant de lampadaires autonomes solaires. Et effectivement, moi j'ai rejoint il y a quasiment 1 an et la société est dans une phase de structuration de sa croissance puisqu'on a depuis quelques années vraiment beaucoup investi dans la R&D pour industrialiser entièrement une offre d'éclairage autonome solaire. Et on est aujourd'hui dans la phase de structuration de la croissance avec des croissances de l'ordre de 50% par an. On n'a pas encore passé le cap des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est 45 personnes. Et effectivement, on est aussi très actif à l'international puisque plus de 95% de notre chiffre d'affaires est fait à l'export. Alors je passe quelques slides qui montrent en effet ce que fait Suna dans ce domaine-là, là en version éclatée, mais en effet c'est des produits à la fois tout en un avec des différentes fonctions qui s'ajoutent et des produits qui sont en pleine évolution. Attendez, je vais mettre aussi voilà, votre présence sur le territoire, où si j'ai bien compris, vous avez maintenant presque 20 000 solutions qui ont été déployées dans le monde. Exactement, on a 20 000 solutions qui sont déployées. Notre premier marché, c'est l'Afrique. Et on est en train d'accélérer notre croissance sur le Moyen-Orient, les États-Unis et aussi, depuis l'année dernière, sur la France, puisqu'il y a un marché qui est en train de se développer en France. Donc, et en France, notre première cible, c'est Bordeaux et la région Aquitaine. Où il y a des petits projets qui commencent à se développer, et puis aussi où il y a une logique de grands comptes et donc de déploiement commercial à partir de la France sur des géographies assez variées.
Alors si on rentre dans le sujet digital, on va vite le voir, hein, vous avez pas mal d'enjeux et d'étapes sur lesquelles vous êtes en train de travailler. Par ailleurs, Suna a été quand même aussi bien identifié ici en région. Il est une des vitrines Usine du Futur sur le programme Usine du Futur de la région Nouvelle-Aquitaine. On vous identifiez bien aussi sur des sujets notamment liés à la formation des salariés, avec de l'utilisation de réalité augmentée dans l'usine, sur le showroom. Donc Suna n'est pas du tout, est déjà très bien identifié sur ces sujets digitaux. Vous pouvez peut-être nous en dire un petit mot sur cet aspect formation, puisqu'on aura une plénière tout à l'heure sur le sujet, c'est l'occasion. Oui, je pense qu'une des premières briques de notre transformation numérique, c'est vraiment notre outil de production et l'ensemble de nos process, sur lequel effectivement on a mené un gros projet grâce à la région et à un certain nombre de partenaires, avec Cathy, avec Immersion, et avec d'autres partenaires régionaux, qui nous a permis effectivement de vraiment construire un outil de production qui a été labellisé Usine du Futur, et dans lequel on a atteint une flexibilité de notre outil de production qui est très très important pour notre compétitivité, et qui effectivement contient un certain nombre de modules de formation ou de pilotage de la production en temps réel, avec comme une spécificité, c'est qu'on a mis l'humain au cœur du dispositif. Et donc tous ces outils numériques, effectivement, ils permettent aux travailleurs de notre usine, de notre ligne de production, de devenir autonomes et d'atteindre des productivités optimales en quelques heures. Donc c'est un outil qui est très puissant et qui nous permet de vraiment flexibiliser nos coûts. En fait, c'est sur l'image, hein, c'est de l'aide au montage qu'on voit, c'est ça hein. Exactement, c'est de l'aide au montage, c'est des trompeurs en continu qui permettent d'éviter de faire des erreurs et d'assurer un niveau de qualité optimum. C'est un élément clé puisque notre proposition de valeur sur le marché, c'est vraiment d'offrir des applications autonomes et connectées qui ont le meilleur niveau de fiabilité sur le marché. Et donc pour ça, la démarche qualité, elle est au cœur de notre entreprise. Et effectivement, ces outils, ils permettent, tout en ayant une très bonne flexibilité et donc une très forte compétitivité de notre production, d'avoir aussi un niveau de qualité qui est optimisé. D'accord. Bon, c'est déjà très, très chouette cet exemple-là. Pour autant, vous êtes en train on s'en parlait, en train d'essayer aussi d'accélérer sur les sujets numériques, parce que l'avenir de Suna Design, en fait, dépend de cette digitalisation, on va dire, intrinsèque, au-delà d'outils à disposition des salariés. Tout à fait. Donc, en fait, si on prend notre transformation numérique, il y a 3 étapes. La première, c'est vraiment nos process et la compétitivité de notre outil de production autour de justement la formation et toute cette gestion de l'humain. La deuxième brique, c'est toute l'intelligence embarquée qu'on met dans nos produits et qu'on met dans nos solutions sous forme effectivement d'électronique embarquée et de logiciels. C'est un élément différenciateur très important puisqu'on a développé des algorithmes qui permettent de prolonger la durée de vie des batteries et qui permettent de proposer des solutions qui vont alimenter une application pendant plus de 10 ans sans besoin de maintenance. Ça, c'est vraiment le numérique au service de votre cœur de métier sur Exactement, exactement. Et là, on est avec le numérique, avec la gestion de profils d'éclairage, avec le BMS qui permet de gérer la batterie assez finement, et avec toute la partie logicielle qui permet de faire du pilotage. On est sur une compétence numérique qui aide à rendre nos offres beaucoup plus modulaires et beaucoup plus adaptées aux besoins de nos clients. Et donc, on est dans une démarche qui est plus du produit pur, mais qui est de proposer des solutions qui sont adaptées aux spécificités de chaque géographie ou de chaque client, et qui nous permet d'augmenter notre proposition de valeur. Sachant que je rebondis sur le slide, effectivement, le cœur de notre savoir-faire, c'est vraiment d'intégrer de la petite production PV, du stockage avec des technologies de batterie qui sont supérieures, et puis du digital. Et cette brique de digital, c'est la clé qui permet effectivement de renforcer notre proposition de valeur avec de l'intelligence embarquée dans nos produits. Ouais,
En fait, c'est comme l'exemple de... Enfin, je pense, j'ai Phileas Fogg en tête sur la révolution industrielle, qui dit qu'en général, c'est la somme de trois révolutions sur la mobilité, sur l'énergie et sur une qui est en train de m'échapper, sur la formation. Pardon. Là, vous êtes bien sur cette somme-là, en fait. Exactement. Et notre vision, en fait, c'est que ces trois technologies qui chacune apportent des ruptures importantes et qui chacune sont en train de redistribuer les cartes de façon assez profonde dans certaines industries, en fait, vont permettre à horizon de quelques années qu'il y ait des millions, voire des milliards d'applications entièrement autonomes, donc entièrement auto-alimentées et connectées, qui vont se déployer. Et ça sera de l'éclairage, et c'est en l'occurrence l'éclairage autonome solaire, le premier segment qui a vraiment démarré. Mais notre vision, c'est qu'il va y avoir d'autres applications qui vont être concernées en très gros volume, typiquement des applications de sécurité ou des applications de mobilier urbain qui vont devenir entièrement solarisées et toujours connectées. D'accord, donc ça veut dire que vous allez être en train de prendre la forme d'un acteur numérique de l'énergie ? Exactement. Notre trajectoire, c'est vraiment de devenir un acteur numérique de l'énergie, puisque l'étape où on rajoute de l'intelligence et du logiciel, on est vraiment en plein dedans. Et notre vision, en fait, c'est de basculer vers des modèles de services avec des outils de plateforme, des outils numériques, type plateforme de supervision qu'on est en train de développer, et qui là sont des outils qui permettent de développer des nouveaux modèles de services. Et donc on est typiquement de proposer à des opérateurs ou à des concessionnaires d'opérer une flotte d'applications de ce type-là et de les exploiter. Donc un enjeu, on en parlait tout à l'heure sur un des sujets liés à la plateformisation aussi sur de la donnée liée au transport, qui vous est plutôt là sur de la donnée énergétique et sur du potentiel service à terme. Tout à fait. Et ce qui est très important aussi, c'est que ces millions d'applications distribuées, auto-alimentées, elles vont chacune capter de la donnée. Elles vont chacune être exposées à un certain nombre d'informations qu'elles vont pouvoir stocker et partager. Et à partir de ces très gros volumes d'informations, notre ambition, c'est de développer justement aussi de l'analyse, des nouveaux services. Et aujourd'hui, on a pas mal d'idées, mais on n'a pas encore. On est très conscient qu'on a une idée très partielle encore de comment on pourra exploiter ces données. Et pour avoir cette trajectoire, là on voit un exemple par exemple d'une interface justement liée à une application pour monitorer certaines informations. Ça veut dire aussi, de voir cette interface, ça me fait penser qu'il y a besoin d'un certain nombre de compétences quand même variées que Suna va devoir intégrer. Cette problématique, puisqu'on a une plénière tout à l'heure sur la formation, sur les compétences à disposition, c'est quelque chose qui est évident en termes d'évolution de l'entreprise ? Alors c'est un challenge. On a déjà des compétences, donc les compétences électroniques et logicielles, on en a depuis longtemps dans la société. Mais effectivement, pour délivrer cette transition vers des modèles de service, il faut qu'on se renforce dans ces domaines-là. Et c'est un challenge de trouver des profils et des compétences dans ces domaines-là en particulier. Pour sortir des mots barbares, c'est quoi ? C'est trouver des data scientists sur le territoire, par exemple ? Exactement, c'est de trouver des gens justement qui ont des data scientists typiquement, qui vont avoir ces compétences pour travailler avec nous sur rechercher comment est-ce qu'on va extraire de la valeur de toutes ces données qu'on capte. Ok. Peut-être une dernière question. Le numérique, c'est aussi souvent pour mieux vendre au sein de l'entreprise. C'est un autre pan de l'action de Suna, parce que Suna est aussi présent, fait partie des entreprises que je trouve on voit bien sur les réseaux aussi. Mais est-ce que par ailleurs, le numérique, au-delà de la présence sur les réseaux, est un vecteur justement plutôt marketing et de vente ? Tout à fait. Donc le numérique, c'est un vecteur de vente très important pour nous. Je le disais, on a une très grosse majorité de notre chiffre d'affaires à l'export. Et donc, pour nous, il est important de pouvoir rayonner, de pouvoir toucher des clients partout dans le monde de façon économique et avec une logique de ROI. Et le cœur de notre démarche sur ce déploiement, c'est évidemment les outils numériques qui permettent de générer, de traiter des leads de façon efficace et efficiente économiquement. Donc on a toute une démarche de marketing digital autour à la fois des contenus et puis des générations de leads.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup Ignace pour ce témoignage. On en comprend bien qu'à la fois vous avez plein d'opportunités et en même temps aussi pas le choix. Il faut devenir un acteur numérique si vous voulez justement mettre en œuvre toutes ces pistes et toutes ces évolutions du modèle de Suna. Je vous remercie. Je vous invite à rejoindre le canapé. Merci beaucoup. Merci. Et alors c'est le tour de Lionel Mathias de A2M Proximetal. Alors je ne l'ai pas dit, on a beaucoup d'entreprises du département de la Gironde. On se le permet, puisqu'après on sera dans un roadshow, on ira aussi sur les territoires. Il y a d'ailleurs 2 entreprises au moins de la Haute-Gironde, hein, donc la Haute-Gironde est présente en force. Je vous remercie d'être avec nous. Alors, merci. Vous êtes un peu comme Stéphane Peterson, c'est-à-dire que vous êtes un habitué un peu de Matransphonum. Vous êtes déjà venu, mais je crois il y a même 3 ans. Il y a 3 ans, j'avais participé à Matransphonum avec un diac flash. Ouais. Qui m'avait été donné au cours de la journée. Oui, par ITPM, si je me Par souviens bien. ITPM, Ouais, ouais. D'accord. Très bien. Alors, depuis tout ce temps, justement, là, c'est l'idée de se dire, vous, ça fait déjà un certain temps que vous êtes en train de déployer sur ces sujets numériques. Auparavant, on va peut-être quand même préciser un peu quels sont les métiers et les compétences de A2M Proximetal. C'est quoi votre cœur de métier? J'ai mis quelques images. Alors, il y a quelques images. Oui, A2M Proximetal, nous sommes une PME située dans le Nord Blayais, que j'ai racheté maintenant, ça va faire 6 ans. A2M Proximetal, c'est un serrurier métallier plutôt dans le bâtiment. On fait beaucoup d'ouvrages à base d'acier, à base d'inox, plutôt destinés à la construction neuve. A2M, on est 40 personnes. On a sorti 5,8 millions, entre 5,8 millions et 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et depuis que j'ai repris la société, après un passage dans un grand groupe du BTP, dont le siège est sur Bordeaux. La première étape de mon arrivée chez A2M, ça a été dans le slogan de mettre « Innovons avec l'acier ». Je reste persuadé, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la transformation numérique chez A2M est bien avancée. Je reste persuadé que dans un métier qui est le bâtiment, qui existe depuis des centaines d'années, voire plusieurs années, si on n'innove pas, on aura du mal à recruter des gens. On aura du mal à faire venir les jeunes dans nos métiers, sachant que chez A2M, la complexité de nos fabrications, c'est qu'on a un modèle industriel pour la production de nos ouvrages, et ensuite ce sont des ouvrages que l'on vient monter sur du bâtiment. Donc bâtiment, c'est la contrainte du délai, la contrainte du temps, la contrainte de l'organisation du chantier. Et là-dessus, si on n'arrive pas à trouver des outils ou à mettre en place des outils, on va faire du mauvais bâtiment. On montrait quelques images là, de vos différentes compétences. Elles sont variées. Hein. Vous construisez partout, même dans les salles de concert. Ici aussi, si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs. Alors historiquement, oui, A2M a participé ici à beaucoup d'ouvrages au sein de la salle. Et là, vous avez la photo des derniers ouvrages qu'on a posés à la salle Arena, à Florac, où on a fait donc tous les gradins. On a fait tous les garde-corps qui étaient sur les gradins. Et tout ça nous fait poser des questions, nous a fait poser des questions sur comment répondre plus rapidement à la demande de nos clients, de nos architectes, dans des contraintes de coût et des contraintes de délai. Il faut savoir que l'Arena a été livré quasiment avec un mois d'avance par rapport au délai initial. Donc tout ça, si vous voulez, ça a imposé que tous les corps de métier, y compris les nôtres, travaillent de concert et qu'on ait un travail beaucoup plus collaboratif. Donc là, on en arrive à la maquette numérique, quoi. Très bien, ça va être notre sujet justement. Un sujet d'ailleurs où vous avez été plutôt bien accompagné, parce que si je ne dis pas de bêtises, alors vous parliez tout à l'heure d'un diac que vous avez fait dans le forum, mais vous êtes par ailleurs un adhérent justement de l'UIMM qui a un atelier tout à l'heure. Vous êtes aussi au CREAD sur les sujets notamment de la maquette numérique, hein, le CREAD qui avait avec le club Sobim il y a quelques années ici aussi proposé un atelier qui est très actif sur le sujet. Donc vous avez fait aussi pas mal appel à cet écosystème. Alors, vous m'avez dit des fois, je passe un peu pour un fou parce que j'ai des idées. Bon, mais c'est très bien. Hein, vous faites du métal dans des salles de concert, vous passez pour un fou, c'est génial. Mais en tout cas, voilà, vous avez cherché aussi à aller chercher dans l'écosystème ces possibilités-là. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez pu être justement aidé par ces différents acteurs? Il y a aussi l'Estia, si je ne dis pas de bêtises. Oui, alors la réflexion que j'ai menée depuis que je suis chez A2M Proximetal, c'était comment intégrer les jeunes et
via l'UMM auquel nous sommes adhérents, parce qu'on fabrique, donc on est plutôt un industriel avant d'être un bâtisseur. J'ai fait appel à 2 ingés qui sont venus de l'ESTIA, qui étaient venus sur, alors là c'était plus le pendant amélioration continue, mais dans amélioration continue aussi, c'est comment trouver les objets numériques demain qui nous permettent de répondre aux exigences de nos clients. Donc j'ai eu deux jeunes ingés qui sont venus pendant 2 mois, qui ont mis le lead en place. Et l'année dernière, j'avais répondu à un appel à projet avec l'Université de Bordeaux qui était Disrupt Campus. Plus qui sont intervenus ici l'année dernière. Qui sont intervenus. Donc on a eu 4 jeunes qui sont venus. Alors là, c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Antoine. J'ai proposé un sujet qui est très régional, à savoir comment connecter les barriques de stockage dans le cognac. D'où m'est venue cette idée, c'est qu'A2M fabrique des racks métalliques qui sont support des barriques dans les chais que l'on trouve dans le cognac. Et quand on montait nos ouvrages, on avait accès, si vous voulez, aux autres chais, et on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de monde qui rentrait, qui sortait, les barriques, on les bouge, on les descend, on les vide, on les remplit, et tout ça encore à la méthode manuelle. Donc la réflexion que j'ai lancée, et ça a été le sujet du Disrupt Campus qu'on a fait l'année dernière, c'était de dire comment on peut apporter avec le numérique une connexion de la barrique. Alors après, derrière, il y a plein de problématiques parce qu'on est quand même dans une zone ATEX. Donc, qui dit zone ATEX, on n'a pas le droit à batterie, on n'a pas le droit à fil électrique. Enfin, il y a pas mal de choses, il y a beaucoup de contraintes. Et donc, on a amorcé aujourd'hui une discussion assez avancée avec un des leaders du cognac, dans lequel on va essayer de les accompagner pour trouver des solutions pour connecter leurs barriques et comment améliorer je dirais, les informations qu'ils ont besoin au quotidien dans le stockage du cognac. Donc oui, l'écosystème, j'y participe beaucoup. Je sais que je suis beaucoup à l'AFPI et au CFAI, on en parlera peut-être tout à l'heure, où de par ma formation, je reste persuadé qu'on a intérêt à attirer les jeunes chez nous. Et les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les gens qui travaillent dans nos ateliers aujourd'hui. Ils ont des besoins, ils ont des contraintes, ils ont des envies. Et si on ne les écoute pas, on n'aura plus de jeunes dans nos métiers, quoi. Alors ce que je comprends, y compris sur l'exemple du rack de chais, c'est que vous allez aussi chercher en dehors de votre cœur de métier. C'est-à-dire que là, c'est comment on augmente quelque chose que vous êtes en mesure de produire en métal et comment vous essayez d'y rajouter on va dire une surcouche peut-être plus intelligente ou de production de données et d'observation. Donc bien en attendant, ça c'est vraiment un projet très très innovant. Il y a aussi l'aspect, vous l'évoquiez tout à l'heure, sur la maquette numérique du bâtiment qui vous donne un autre rôle, on va dire, à votre bureau d'études. Et si je comprends bien, enfin, dans les dispositifs qui sont soutenus, y compris le chèque transformation numérique d'ailleurs de la région, hein, qui est, si vous ne le connaissez pas encore, un dispositif de soutien des services numériques de la région pour accompagner la transformation numérique et le soutien sur des prestations, pas sur la partie conseil, là, mais sur les prestations que vous pouvez demander, y compris en logiciel. Ça a été vraiment de se concentrer sur cette évolution de votre bureau d'études, sur la maquette numérique et ce qu'elle pouvait apporter comme nouveau service à vos clients. Alors oui, la maquette numérique, bien sûr, en premier abord, c'était pour notre besoin. Donc là, c'est là où j'ai lancé toute la démarche il y a 1 an pour demander ce chèque numérique, avec comme première brique, je dirais, l'achat d'un scanner 3D qui nous permet de numériser des bâtiments en construction ou des bâtiments construits. Je vais juste demander qu'on lance la vidéo, Jérôme, s'il te plaît, si tu peux nous lancer la vidéo. Ouais. Voilà, numéro 3. Sur la maquette numérique, où aujourd'hui, je dirais, c'est le 3e projet où on a été droné et numérisé le bâtiment qu'on est en train de refaire. On refait le cloître des Cordeliers à Saint-Émilion avec un architecte reconnu sur Bordeaux qui est Denis Boulanger, avec qui on avait refait la galerie bordelaise il y a 3 ans. Pourquoi on a fait une numérisation de ce bâtiment? C'est qu'on vient reconstruire quelque chose sur de l'existant. Et si on n'avait pas numérisé ou aller rechercher exactement les points, on n'aurait pas pu produire les ouvrages dans le respect du délai que le client demandait, dans le respect des codes, parce que c'est un vieux bâtiment qui date du 9e ou 10e siècle, je crois. Et donc là-dessus, on a eu besoin de cette numérisation qui nous a permis derrière de modéliser via nos logiciels 3D qu'on utilise depuis plusieurs années chez A2M,
modéliser tous les ouvrages qu'on est venu monter. Donc aujourd'hui, la charpente est terminée, on doit faire la couverture du cloître la semaine prochaine. Donc c'est un projet qui est quasiment terminé. Très bien, mais la vidéo va continuer de dérouler parce qu'après on voit en effet ce que vous proposez, on commence déjà à voir les structures qui sont proposées dessus et on comprend bien l'intérêt de la précision de ce modèle pour que vous puissiez être le plus clair. J'imagine qu'ensuite ça permet de travailler aussi avec différents corps de métier pour échanger sur les maquettes et collaborer autrement. Alors oui, aujourd'hui, tout le monde parle de BIM, mais peu de gens en font. Peut-être redire, le BIM, c'est... BIM, alors Building, Information Modeling, donc c'est maquette numérique des ouvrages. Aujourd'hui, la problématique que l'on a, nous, dans nos marchés, qui sont des marchés du bâtiment, c'est que vous avez des grands groupes jusqu'à l'artisan. Donc on a une panoplie de corps de métier et de tailles d'entreprises différentes qu'il est difficile de faire travailler de manière collaborative. Donc aujourd'hui, il n'y a pas encore d'impulsion obligatoire de l'État ou sur les marchés, même si on en parle beaucoup avec le BIM 2022. On a entendu parler de ce projet de rendre obligatoire la maquette numérique. Oui, la maquette numérique doit servir à tous les corps de métier. Oui, elle doit nous permettre de diminuer les déchets. Quand vous passez, vous êtes tous passés à côté de chantier, vous voyez les bennes, excusez-moi le terme, dégueulées de matériaux. Et quand on parle aujourd'hui de construction durable ou de respect de l'environnement, moi je suis outré et je dirais que demain la maquette numérique, par exemple pour un plaquiste, devrait lui permettre de commander beaucoup plus précisément son besoin. Aujourd'hui, on commande je parle du plaquiste, je n'ai rien contre les plaquistes, c'est pareil pour les autres corps de métier, mais aujourd'hui, on commande et puis s'il en manque, on recommande une palette et puis ce qui reste, ça part à la benne. Donc aujourd'hui, oui, la maquette doit nous permettre d'être beaucoup plus précis dans nos approvisionnements, dans les interfaces, parce que l'interface aujourd'hui, les non-qualités sur la construction sont principalement dues à des interfaces qui n'ont pas été anticipées. Une poutre béton avec une canalisation qui arrive, on adapte, vous le voyez, vous voyez beaucoup ce qu'on fait sur les chantiers. Donc oui, la maquette numérique, oui, pour une collaboration tout au long du projet, et tout ça nous permettra de faire des bâtiments plus rapidement, moins chers et plus durables. Donc j'imagine que ça se traduit par une évolution de l'équipe dans le bureau d'études avec des profils peut-être aussi spécifiques, faciles ou pas à trouver. Aujourd'hui, le bureau d'études, il représente quoi dans la société ? Aujourd'hui, on est 12 au niveau du bureau d'études, au niveau du suivi de projet. Donc sur 40, on est un peu plus de 25%. Et avec une offre maintenant qui s'appelle justement A2BIM. Donc vous avez packagé une offre sur le BIM ? Oui, je dirais que la transformation numérique, le chèque numérique nous a permis d'investir donc dans le scanner, de remettre à jour notre parc de PC, parce que bien sûr, la maquette numérique le nuage de points demande beaucoup de capacité au niveau de nos PC. Donc on a remis à jour tout notre parc de PC et on a remis à jour toutes nos licences aussi de logiciels 3D. Et le rachat d'un autre logiciel qui nous permet de communiquer plus facilement avec les autres corps de métier et les architectes, Revit pour ne pas le nommer. Donc ça, c'est le chèque numérique, c'est un investissement d'A2M de 130 000 €, avec une aide de la région de 60 000 €. Très bien. Et aujourd'hui, l'impact de ce bureau d'études en chiffre d'affaires, parce qu'on parle de l'innovation en elle-même, ça vous permet finalement d'être dans une diversification, dans peut-être une plus grande visibilité. À terme, en termes justement de retour sur investissement, c'est quelque chose que vous ressentez aujourd'hui ? Aujourd'hui, oui, on a signé notre première commande d'assistante BIM avec un autre corps de métier, pas plus tard qu'il y a 15 jours. Donc oui, c'est un besoin aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que beaucoup de sociétés n'ont pas encore fait le pas. Il faut former. Donc moi, j'ai formé un de mes chefs de projet à faire un master BIM. On a formé les équipes à utiliser le scanner. On a formé les équipes à faire la maquette numérique. Donc tout ça, ça a un coût. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises disent il n'y a pas de retour d'investissement parce qu'aujourd'hui, vous allez voir un client, vous lui dites OK, j'arrive avec un projet, je vous propose la maquette numérique, il vous dit au même prix. Non, il y a un investissement, donc c'est compliqué à vendre aujourd'hui. Mais par contre, je reste persuadé qu'il y a beaucoup de corps de métier qui, petit à petit, vont y trouver un intérêt et vont venir vers A2BIM. Alors A2BIM, assistance, accompagnement à la maquette numérique. Pourquoi je parle de ça ? C'est que nous, on l'utilise au quotidien, donc on va savoir répondre aux besoins du plaquiste, de l'électricien, parce qu'on est dans le bâtiment. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour ce témoignage. Peut-être un dernier mot peut-être à nos auditeurs avant qu'ils filent dans leurs ateliers. Je vous confirme que la transformation numérique, moi, chez A2M et dans notre secteur d'activité, elle est vitale pour l'entreprise. Elle est vitale pour pouvoir motiver les gens à venir et surtout à refédérer les équipes. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien simple de prendre un ouvrage. Vous avez le commercial qui vend un ouvrage.
Vous avez le bureau d'études qui dessine, vous avez le chef de projet qui essaye de faire valider l'architecte, vous avez les équipes qui produisent un atelier et les équipes en chantier qui montent. Si aujourd'hui vous n'avez pas un moyen de communiquer facilement, et je dirais que l'objectif, enfin j'ai refixé un objectif cette année à A2M, c'est de diminuer la consommation de papier. C'est bête, mais aujourd'hui on consomme du papier, les plans on en donne par centaines. Je leur ai dit aujourd'hui, on diminue la consommation de papier parce que je veux que vous arriviez à communiquer avec le numérique. Donc la prochaine brique, c'est un investissement sur des tablettes que je donnerai aux chefs d'équipe. Alors, en atelier, je dirais que ce sera la fin, mais surtout en chantier, pour qu'à un moment donné, ils aient en visu 3D les ouvrages qu'on a montés. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. On peut applaudir nos 3 intervenants. Je les remercie beaucoup pour ces différents éléments qui nous donnent un bon exemple de la façon dont, quand on a pensé aussi une vision, une façon de faire évoluer le modèle de l'entreprise, ça vient aussi tirer pas mal de sujets liés aux collaborateurs, à la formation et à différents sujets peut-être plus opérationnels, plus organisationnels dans l'entreprise. Donc je vous remercie pour ces témoignages. On a un tout petit peu de retard, mais je pense que c'est encore gérable. Merci Lionel. Je vous propose de filer maintenant respectivement les uns et les autres dans vos ateliers respectifs.